Thierry, bonjour. Bonjour Luc, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc petite journée aujourd'hui, enfin grosse journée aujourd'hui, pardon, la dernière, mais attention pas la moindre, puisque Polytech organise un focus sur la formation professionnelle et sur l'emploi. L'emploi, donc formation initiale, formation professionnelle, dans la notion générale de management du risque environnemental. Dans cette situation-là, précisément, le village amiante tenait et Réseau A+, tenait à mettre un focus sur la formation. Et la nouveauté cette année par rapport aux années précédentes, c'est qu'on a entendu, et c'est effectif aujourd'hui dans les textes, la création de titres professionnels dans le désamiantage, et donc une formation adaptée qui devra être dispensée dans un certain temps pour pouvoir dispenser et délivrer les titres professionnels. Donc on professionnalise la filière du désamiantage. Et en ce moment même, ça doit être jusqu'au mois de janvier, je pense, il y a la formation des formateurs. Formation donc, qui est réalisée par le CNAM sur un programme. Donc tout ça, c'est en route. Les formations sont en cours. Il doit y avoir une vingtaine de formateurs en formation en ce moment pour pouvoir être attitrés demain dans des centres de formation professionnelle initiaux, donc ce sera peut-être des IUT, ce sera peut-être une université, je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais qui vont pouvoir délivrer des titres de formation professionnelle, donc des métiers, on est en train de professionnaliser, donc le métier du désamiantage, et ça se situe uniquement dans le désamiantage, ça ne se situe pas dans l'ensemble de la réglementation amiante. On parle bien des métiers qui vont pouvoir demain faire de la sous-section 3, et dont tout ou partie de la formation aura lieu en formation initiale, rentrer donc dans les programmes ce que je dirais au niveau de l'éducation nationale professionnelle. On va donc professionnaliser et ancrer le métier du désamiantage dans le panel complet de la formation initiale à l'emploi. Alors, le débat qu'on a ensemble avec Thierry Dufour, c'est Thierry Dufour, 20 ans maintenant, depuis dans l'amiante, je dirais. Alors, dans conseiller formation amiante, 20 ans dans l'amiante, au moins, non plus que ça, il faut le dire. Moins que ça, bon pardon, allez, 15 ans et demi. Bon, mais c'est quand même un incontournable local, Thierry Dufour et centre de formation amiante. Centre de formation, conseiller formation amiante ne fait pas du tout de formation initiale. Absolument pas. Un conseiller formation amiante est aujourd'hui disposé à faire effectivement de l'accompagnement, du conseil et de la formation professionnelle, mais absolument pas sur la formation initiale. D'accord. Et donc, dans cette formation, dans l'accompagnement de formation professionnelle ou formation continue, des métiers existants, sous section 3, sous section 4 ? Sous section 3, sous section 4, et bien entendu, tous les gens qui doivent accompagner ces entreprises. Ah, c'est-à-dire ? Les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre. D'accord. Les préventeurs, les coordonnateurs SPS. Ah, ça fait du monde alors. Les médecins du travail. Médecins du travail. Les médecins du travail, les membres de CHSCT. Aïe, ça fait du monde. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Bon. Aujourd'hui, alors un petit mot sur cette formation. Est-ce qu'aujourd'hui, cette formation souffre de bugs ou de désaccords entre différents ministères, ou est-ce qu'en gros, le programme est fait, on le découle, les gens suivent la formation, et a priori, ils viennent en recyclage. Est-ce que ça fonctionne bien ? Pour la formation professionnelle sous section 3 ? Ouais. Ça fonctionne pas mal. Voilà. Des petits bugs que tout le monde connaît, c'est la dissociation des métiers. D'accord. Le désamianteur, certes, est un métier, mais il reste et s'appuie quand même sur des métiers fondamentaux du BTP. On est désamianteur chez les canalisateurs, on est désamianteur chez les couvreurs, on est désamianteur dans le monde du bâtiment. On est des amianteurs dans le monde de l'industrie, et donc ça souffre quand même de petits bugs. Voilà. Et des mêmes désamianteurs, on l'a bien vu aujourd'hui, l'éclairage avec le décret du 9 mai qui nous donne 6 catégories. Donc on peut s'appuyer là-dessus pour dire, en fait, on peut être désamianteur dans les navires, on peut être désamianteur dans les aéronefs, on peut être désamianteur dans les enrobés. Donc on voit bien que les 6 catégories ont au moins jeté un éclairage sur ce qui était sous-entendu, alors qu'on parlait beaucoup de bâtiments, qui est quand même 80%, 80% c'est comme l'immeuble bâti. C'est l'histoire de l'amiante, voilà, donc, qui est concentrée là-dessus. Alors que les bijoutiers, à l'époque, ils travaillaient aussi avec des benzène, et puis voilà, qui étaient, ou les laborantins, ils travaillaient avec de l'amiante de façon... Mais même les profs dans les collèges et les lycées. Tout à fait. Bon, donc là, c'est stabilisé. La formation, en tout cas, on va rester quand même sur ce qu'on connaît ici, c'est quand même plutôt le bâtiment, et peut-être l'immeuble non bâti, les enrobés qui sont autour. Là-dedans, ça fonctionne, les programmes sont là, il y a des petits bugs, mais en gros, ça fonctionne. Comment on voit, et c'est pour ça que je voulais inviter un conseiller en formation professionnelle, comment on voit le passage de l'institutionnalisation de cette filière dans peut-être 1 an ou 2, les initiés qui vont sortir et les impétrants qui vont sortir de cette formation initiale, est-ce qu'on aura besoin quand même de faire une formation continue? On en est où aujourd'hui? Est-ce que c'est suffisamment clair? Est-ce que les centres de formation étaient informés de ce passage à la professionnalisation du métier SS3? Alors, je vais répondre à titre personnel. Oui, bien sûr. Je vais répondre à titre personnel et à titre de conseiller formation amiante. Je ne pourrai malheureusement pas répondre au titre de la profession.
Mais effectivement, on est sans information particulière à ce titre-là. Aujourd'hui se posent de nombreuses questions. La formation professionnelle proposée par les centres de formation s'adresse à tous les publics, à la fois des professionnels et des non-professionnels, puisque quelque part, le champ balayé par Pôle emploi envoie régulièrement aussi des gens en formation professionnelle. Est-ce réellement une formation professionnelle? Est-ce que finalement cette formation initiale va permettre de répondre à ce bug? Peut-être. Mais en tout état de cause, à ce jour, les organismes de formation, en tous les cas l'organisme de formation au sein duquel je suis hébergé, nous n'avons pas d'informations particulières en la matière. Faut peut-être que ça se mette en place, mais c'est vrai que les textes sont parus, c'est pas des textes qui devraient paraître, ils sont parus, donc c'est vrai que ce petit manque de communication, je pense qu'on peut quand même le noter, surtout qu'on est entendu, on a une partie des services de prévention grâce au GERIA qui est en face, qui écoute et qui est évidemment attentif aux propos qu'on tient. Ça pourrait être l'occasion de faire remonter cette information au national. On n'est pas avide, mais ce serait intéressant qu'il y ait cette information en continu de ce qu'il va y avoir derrière les titres qui vont être dispensés aux formateurs agréés par le CNAM pour pouvoir dispenser la formation initiale. Ça, on a l'impression que si on n'est pas dedans, on n'aura pas l'information, ce qui est un petit peu embêtant, parce que tout le monde ne va pas faire cette formation-là, qui dure quand même 10 jours aussi, 5 fois 2 jours, et qui a commencé donc en octobre et qui se terminera normalement fin janvier, début février. Et donc, il y a d'autres programmes qui vont continuer. Combien de formateurs il faudra former, agréer pour pouvoir dispenser et intégrer cette formation au fil de l'eau? Ça, on ne sait pas aujourd'hui, 10, 20, 30, 40, 50, il en faut un certain nombre. Parce qu'aujourd'hui, le constat qu'on peut faire en sous-section 4, les chiffres nous annoncent. Normalement, c'est quoi? C'est plus d'1 million de personnes qu'il faudrait former. J'ai toujours entendu ça, 900 000, 1 million de formés en sous-section 4. Dans le BTP? Dans le BTP, oui. Hors métier des services, et oui, bien sûr. Bien entendu. Voilà. Donc, jusqu'à l'artisan, c'est bien, on le voit bien. Donc, ces formations-là, on parlait des pompiers tout à l'heure, il y a des formations de base qui devraient être faites. Est-ce qu'aujourd'hui, le dispositif en place permet... en sous-section 3, je pense que le rythme d'intégration, il est assez maîtrisé. On ne va pas avoir 200 000 personnes qui vont venir en sous-section 3, tel que c'est fait aujourd'hui. On n'en a pas besoin, je pense pas. Je pense pas que l'État ouvre les vannes. Mais même, je ne sais pas si on a vraiment besoin d'avoir des sous-sections 3 à 200 000 euros. Il y en a combien aujourd'hui à peu près en gros? 30 000? 30 000, 40 000, 50 000, bon. Ouais. Mais ça s'est stabilisé entre 10, c'est peut-être devenu 3-4 fois plus en très peu de temps. Mais il n'y a pas une courbe, on nous attend, on ne demande pas. Par contre, en section 4, il y en a combien? De former? Oui. Ou à former? Les deux. Combien il y en a en formé? Est-ce qu'on a les chiffres par contre là? Moi, j'ai pas les chiffres, Voilà, parce que quelque part aujourd'hui, on pourrait encore peut-être demander à des institutionnels comme l'OPP-BTP une estimation du nombre de formés dans le monde du BTP, mais encore faudrait-il y ajouter effectivement les formés dans le monde de l'industrie et du service, quoi. Voilà. Et le problème c'est qu'autant on peut avoir par la certification le nombre de personnes formées par les entreprises et ils déclarent le nombre d'entreprises. On peut avoir par ce biais-là pour SS3, par contre SS4 on peut pas, parce que les attestations de compétences ne sont pas déclarées. Normalement, on devrait pouvoir les avoir. Je rappelle que tous les organismes de formation sont engagés effectivement dans un bilan de... Est-ce que le bilan est-il analytique? Il suffit effectivement d'ajouter une ligne. Voilà. Mais on parle de sous-section 4 alors qu'on était parti sur la formation, sur la formation initiale avec une professionnalisation de la filière. Voilà. Pourrait-on parler d'une professionnalisation de la filière en sous-section 4 ? Je n'en ai pas l'impression, parce que la professionnalisation, c'est d'abord les métiers du bâtiment. Voilà. Je suis plombier, je suis électricien, je suis zingueur, je suis couvreur, et je dois travailler dans un milieu amiante. Alors que là, existe-t-il réellement un métier du désamiantage ? Ce métier du désamianteur n'est-il pas une activité connexe au métier de la réhabilitation ? Enfin, vaste question. Alors justement, sur la sous-section 4, j'apporte effectivement en tant qu'architecte une petite vision sur comment les architectes ont intégré une autre dimension qui était l'accessibilité. Il n'y avait pas d'obligation d'avoir un module dans les études d'architecture, un module sur l'accessibilité. On nous donnait les règles de l'art avec le petit rond, le petit chariot à roulettes qui circule dans les WC, c'est tout ce qu'on avait, et pas plus. Bon. Et il fallait en tenir compte. Voilà. Dès lors où la loi de 2005 dit attention, on va mettre en place une formation initiale pour tous les maîtres d'œuvre qui vont devoir gérer la loi 2005, 2015, donc fin de des dérogations. Il y a eu un module qui est entré par voie de décret. Et dans le programme national de la formation des architectes, il y a eu un module en nombre d'heures
avec une évaluation à l'intérieur de la formation initiale. Et ça, il a fallu avoir un décret pour ajouter ça dans le programme des études des architectes. Il pourrait y avoir aussi, de ce fait-là, dans le programme d'études initiales des métiers, que ce soit CAP, BEP, enfin toute cette filière que moi je maîtrise pas tout à fait, mais la filière formation initiale, comme tu le dis, des personnes qui viennent soit envoyées par Pôle emploi, ben voilà, vous voulez faire menuiserie, plombier, même en requalification, pourquoi pas, dans cette formation initiale métier, il pourrait y avoir, alors que c'est pas obligé aujourd'hui, c'est sous-entendu, mais c'est pas obligé, un module de formation de base pour gestion, appréhender les grands principes de la réglementation amiante. Est-ce que ça pourrait être une idée, une piste? Ça me semble essentiel. Ça me semble essentiel, ça fait partie effectivement des risques que se doivent de maîtriser tous les acteurs du BTP. Le compagnon, le chef de chantier, le chef d'équipe, effectivement. Et donc, rien ne devrait être omis, mais j'ai envie de dire que c'est bien plus large que l'amiante. Bon. Aujourd'hui, l'amiante est un vaste sujet, mais malheureusement, on a encore aussi des problématiques d'autres CMR. On parle aujourd'hui un peu de plomb, on parlera bien entendu d'autres CMR demain. Je pense que la Silice nous réserve quelques surprises à un horizon assez court. Et j'ose pas parler encore d'autres problématiques CMR qu'il faudra bien commencer à intégrer. Et moi, je suis partisan d'une chose, c'est que tout ce qu'on apprend dans la gestion de l'amiante, en fait, c'est un acquis pour la gestion des autres CMR. Donc faisons effectivement de l'amiante un grand chantier pour l'ensemble des acteurs, de telle sorte à ce que demain, ces acteurs sachent prendre en compte et sachent effectivement gérer les autres problématiques CMR. Voilà. Et quand on voit les rapports sur le risque chimique aujourd'hui qui tombent dans le champ effectivement public, il est peut-être grand temps effectivement d'inciter nos formations initiales. Et là, tu citais tout à l'heure l'éducation nationale ou les formations professionnelles, je pense au CFA tout particulièrement, il est quand même grand temps aujourd'hui d'ingérer ce genre de protocole. Il ne s'agit pas de savoir effectivement refaire un intérieur, refaire des mises en peinture et reposer du papier peint ou refaire une installation électrique, encore faut-il savoir le faire en sécurité. Hier, la sécurité, c'était de savoir travailler sur un échafaudage, aujourd'hui, c'est aussi de travailler en sécurité avec des CMR et l'amiante. Et comme vous voyez, effectivement, comme on ici dans les échafaudages, c'est échafaudage et amiante aussi, parce que beaucoup d'échafaudeurs oublient qu'ils touchent au bâtiment. J'ai d'ailleurs demandé le PV de réception avant de monter dessus. Bien sûr, il est affiché là à l'entrée. Alors, une des pistes quand même, puis on va clore ce flash act. Une des pistes possibles, entre eux, on voit que le CNAM est invité, enfin en tout cas est sollicité et même imposé pour pouvoir rédiger et former les formateurs de demain. Le CNAM bosse au niveau pédagogique. Au niveau institutionnel, il existe un groupe de travail national et dont quand il a été créé, c'était intéressant parce que c'était pas que sur l'amiante, c'était sur les fibres. C'est le groupe national de travail amiante et fibres qui réunit tous les services de l'État ministériels pour en faire un groupe de travail. Il y a un petit peu longtemps qu'on n'a pas vu son rapport. Et bon, il a été reconduit de toute façon, donc il devrait travailler. Et pourquoi pas demander et en faire un état avec ce flash, que ça puisse être monté. Cette question de l'éducation nationale, dans le cadre du groupe de travail national amiante et fibres, on pourrait peut-être ajouter et autres CMR, en tout cas tous CMR, parce que fibres, effectivement, c'est pas tous des fibres CMR, c'est d'autres problématiques. Mais tout ce qui est, on va dire, polluants, irritants et parasites du bâtiment, ça ouvre complètement la charge. C'est toxique, nocif, CMR, c'est l'ensemble de ces produits. Et c'est cette pratique de on se protège tant qu'on ne sait pas, avec des équipements amiantes qui sont... Alors, on va peut-être sur le nucléaire, mais l'amiante, effectivement, par rapport au nucléaire, on est dans le bâtiment dans une dimension qui est quasiment parallèle. Oui, je voulais simplement, excuse-moi Luc, je voulais simplement effectivement rajouter, on se protège, et surtout aujourd'hui, on protège aussi les autres. Tout à fait. C'est un petit peu la nouveauté de ces risques-là. C'est que quand on parlait risques auparavant dans nos professions, on cherchait d'abord à se protéger. Maintenant, avec ces risques émergents et ce risque chimique, non seulement il faut se protéger, mais il faut aussi penser aux autres et protéger les autres. Et c'est vrai que ça nous oblige finalement à un autre mode de réflexion, un autre mode de pensée, et bien entendu des moyens déployés sur le terrain un petit peu différents. Voilà. Alors je dirais que pour conclure, une petite phrase qu'aimaient certains chroniqueurs et animateurs de télé, sortez couverts. Ben oui.